L'usine. En fait, j'ai une fascination pour l'usine. L'usine, pour moi, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Quand je me connecte à l'usine, mes sens s'éveillent d'ailleurs. Les odeurs de presse, les vapeurs de textile, le bruit des machines, l'ambiance. Quelque chose qui me parle. L'ambiance ouvrière, le partage, la transmission. Et même les rires. Les rires à la pause dans une usine, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je crois que tu es d'accord avec moi, Luc. Et la vision de cette alchimie de production, en fait, en mouvement, c'est pour moi une source de vie. Mais j'ai surtout une fascination pour les ouvriers. Parce que dans ouvrier, il y a œuvre. Et l'œuvre sortant de l'usine, il a le goût de l'effort collectif. Et le collectif, ça me parle, parce que moi, je suis issu d'un sport collectif qui s'appelle le volleyball. Et pour moi, c'est important, le collectif. D'ailleurs, chaque fois que je rentre dans une usine, je ressens tout ça. Les odeurs, le bruit, la vision, le goût. Cette sensation d'un bonheur finalement jamais oublié. Alors, je veux bien entendre que ça étonne, que l'usine ressemblerait plus au monde de Zola, une usine de la misère. Il y a des images laissées qui font mal, qui dévalorisent bien des vocations et qui freinent des élans, et qui ferment même des possibilités. Ça, on l'a vécu pendant des années. Alors moi, je dédierai toute mon action à l'attractivité de l'usine, avec un grand U. Le U de l'union des femmes et des hommes pour la renaissance d'une industrie flamboyante. Une industrie du lien par le travail, et encore plus important pour moi, une industrie de l'ascension sociale. Oui, je le dis haut et fort, l'usine c'est un lieu formidable où on peut s'épanouir et où l'ascenseur social fonctionne à plein régime. Et j'en sais quelque chose. Alors restez encore un petit peu avec moi. Je vais vous en raconter une belle ascension sociale, celle de mon papa. Alors à partir de 14 ans, moi j'ai travaillé tous les étés à l'usine, dans l'usine de mon père. Un peu comme un bon film de Pagnol, l'usine de mon père. Alors aujourd'hui, je ressens toujours le même plaisir, la même émotion. Alors, il y en a qui se ressourcent au bout du monde. Moi, je me ressource quand je vais dans les usines. Plus je visite d'usines et plus je m'y sens bien, entier, aligné. Et d'ailleurs, toutes mes équipes d'Origine France Garantie sont là ce soir, je pense qu'ils peuvent en témoigner tous. C'est comme si j'étais une des pièces de cette magnifique machine de production. Quand j'étais môme, j'étais un peu comme Charlie dans la chocolaterie, en fait. Je rêvais du ticket d'or, celui qui me permettrait de prendre la suite de l'usine merveilleuse créée par mon papa Roland. Alors j'étais toujours fier, admiratif de mon père. Alors il faut dire que je n'étais pas le seul, hein. Tout le monde lui reconnaissait un charisme absolument incroyable. Mon père, il est parti de rien. À 14 ans, il a fallu qu'il travaille, et pas seulement comme moi pendant les vacances. Hein. C'était pour des raisons que vous pouvez comprendre. D'ailleurs, ça a été une vraie souffrance pour lui de ne pas faire d'études. Il est entré à l'usine comme culottier, enfin à l'usine, à l'atelier comme culottier à l'époque. C'était comme ça qu'on appelait les mécaniciens en confection de pantalons, des culottiers. En fait, en gros, c'était des couturières avec de la testostérone, quoi, des culottiers. Quoi. Ouais. Alors, il était payé à la pièce. Hein. À cette époque-là, on payait à la pièce. Alors, il était très volontaire et très performant. Et c'était une époque où on connaissait plus que jamais le travailler plus pour gagner plus. Hein. Alors, il a bossé toute sa vie. Il a connu l'adversité. Vous pouvez l'imaginer. C'était pas simple. Puis, il a gravi tous les échelons, étage après étage, jusqu'à se retrouver à la tête d'une équipe de plus de 100 personnes dans son usine. Alors le petit ouvrier contraint et forcé de travailler à 14 ans est devenu à 33 ans un entrepreneur roulant en Jaguar, s'intéressant à l'art. Alors il roulait en Jaguar, j'aurais préféré qu'il roule français, mais il roulait en Jaguar. S'intéressant à l'art, doté d'une sensibilité esthétique vraiment hors du commun qu'on lui a toujours reconnue.
Mon père, il a toujours été attaché au code, et à la fois, il était très, très avant-gardiste. Un peu paradoxal, mais c'était le cas. Et dans le milieu du textile, il était très intégré, connu et très respecté. Alors, il faut dire qu'il avait une présence folle. Hein. Il laissait personne indifférent. C'était un modèle pour tous, mais vous l'imaginez bien, surtout pour moi. Alors, inutile de vous dire qu'avec un père qui avait créé une telle réussite, je n'ai pas connu la misère, moi, hein, par contre. Hein. Donc, j'ai eu une enfance merveilleuse, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, une enfance très protégée, très choyée. J'étais le petit dernier de la fratrie, et j'ai été adulé par une mère louve et une grand-mère d'une mauvaise foi absolue qui voyait que des qualités en moi. Elles ont bien changé depuis, elles ont compris que c'était pas... Alors dans l'usine, j'étais la mascotte, hein, bien sûr, plus dans les pantalons de mon père que dans les jupons de ma mère, qui s'occupait de l'administratif de l'usine. Alors autant vous dire qu'en tant que fils de mon père, j'ai toujours su qu'un jour, je co-dirigerais l'usine. C'était pour moi une évidence, avec lui, mais le moment venu. Mais c'était une évidence pour tout le monde, sauf que ce moment venu est venu beaucoup trop tôt. Bien trop tôt et bien trop vite. En avril 82, j'ai 19 ans, mon père se suicide. Il avait 47 ans. Alors j'ai pas compris, j'ai toujours pas compris. C'est un traumatisme à vie, hein, vous voyez encore aujourd'hui. Et ce sentiment d'abandon, il a pris place à de la colère après. Je en ai voulu surtout d'avoir laissé ma mère, parce qu'elle avait toujours vécu dans le culte de mon père, hein, parce que encore très récemment, avant qu'on vende la maison familiale, dans la chambre de mes parents, il y avait un chevalet, et il y avait encore les affaires de mon père qu'il préparait tous les soirs pour le lendemain. Donc, j'en ai voulu à tout le monde, en fait. Hein. On m'avait caché son mal, le mal d'un homme qui a mis fin à ses jours alors que tout allait bien. Enfin, en tout cas, on croyait que tout allait bien. Sauf lui, quoi, en fait. Alors, ma mère a confié l'usine de Normandie à Gaillon, dans l'Eure, aux 2 directeurs de production. C'était des bonnes personnes pour produire, mais pas pour gérer. Donc, l'usine a déposé le bilan 3 ans après le décès de mon père. Alors, je me suis mis à fond dans le sport, je vous en parlais tout à l'heure. J'étais beaucoup joué au volleyball. Ça se voit plus aujourd'hui, mais à l'époque, je jouais beaucoup au volleyball. Alors ça m'a aidé à ne pas sombrer. Hein. Puis à 20 ans, j'ai repris le petit atelier historique parisien de mon père, à Belleville. Et en fait, j'avais besoin de revenir à l'ADN de la famille au début, là où tout avait commencé en fait. Mais j'étais vraiment dans la frustration de ne pas le faire avec lui, parce que pour moi, ça avait été toujours une évidence qu'on travaillerait ensemble. Et puis je vivais surtout au quotidien ce décalage entre l'imaginaire que j'avais de notre complémentarité et puis la réalité qui m'a sauté à la face. Alors au début des années 90, j'ai pris un énorme impayé. J'ai été obligé de fermer l'atelier de mon père, historique, et de déposer le bilan. Et les clients ont délocalisé les productions. Enfin, en gros, le pire qui pouvait m'arriver, quoi. Le coup de massue. Terrifiante fin d'histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après ça ? J'ai trouvé les moyens de rebondir. J'ai fait une opération financière pour racheter une marque française, où j'ai intégré un outil de production à Limoges, 100% fabriqué en France. Et je crois que c'est en fait à ce moment-là que j'ai rejoint la résistance, en fait. Ce que j'appelle la résistance, vous allez comprendre après pourquoi. Parce que là, on est en plein dans les années 90. Hein. La délocalisation battait son plein. Hein. Pour moi, quand j'ai frappé à des fonds d'investissement pour leur demander de m'aider, on m'a dit, monsieur Attaf, l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire. Hein. Donc je vous rassure, on n'est toujours pas un pays de tertiaire, par contre, on n'a plus d'industrie. Hein. Enfin, à l'époque, c'est sûr que... Merci. À l'époque, c'était bien plus simple d'acheter en Asie, de faire des marges
indécente que de fabriquer en France. Et peu importe les conditions dans lesquelles on fabriquait, parce que cette synergie entre l'écologie et le social, on ne la connaissait pas encore. C'était pas cher, ça rapportait gros, c'était tout ce qui importait. On était vraiment dans la course à la marge et à la perte de valeur. Alors j'ai lutté longtemps avec force, enfin j'espère, avec courage, ça c'est sûr. J'ai essayé de préserver un savoir-faire manuel. J'ai maintenu un outil de production sur le sol français, jusqu'à ce que mes convictions soient fusillées par le financier et que les nouveaux repreneurs délocalisent la production et ferment définitivement cet outil de production que j'avais tenu à bout de bras pendant presque 20 ans. Deuxième délocalisation, deuxième coup de massue. Et alors là, je ne vous dis pas un sentiment d'impuissance absolument terrible face à ces délocalisations massives de notre savoir-faire français. Alors, impuissant, ce n'est pas vraiment mon genre, en tout cas j'espère. Enfin, après vous prenez comme vous le voulez. Mais... En fait, je suis devenu un activiste de la réindustrialisation française. J'ai remonté une marque qui s'appelle Belleville Manufacture, avec des produits, bien sûr, vous imaginez, fabriqués en France. Alors pourquoi Belleville ? Parce que Belleville, c'est en hommage à mes parents, bien sûr, puisque c'est là où tout a commencé, où ils se sont connus à 17 ans, où ils se sont mariés, où ils ont commencé à vivre. Puis surtout, parce que c'est un quartier populaire, très hétéroclite et bourré d'ateliers en tout genre. Alors Belleville Manufacture est très rapidement devenue Belleville et sa bande. C'est comme j'aime le collectif, j'avais envie de faire venir des marques à savoir-faire français autour de nous, avec nous, d'emmener des belles marques qui aiment les savoir-faire de nos territoires, parce que les territoires, c'est là où ça se passe, je vous le rappelle quand même. Et puis comme on ne se refait pas, le showroom de Belleville, il est rue Française à Paris, dans le 2e, parce que je ne pouvais pas être ailleurs que rue Française. Alors je ne vous cache pas que je ne savais pas avant qu'il existait une rue Française à Paris. Quand je l'ai su, j'ai tout fait pour y être. Voilà. Alors mes engagements, j'ai essayé de les partager avec d'autres organismes, avec des mouvements importants. Et je suis devenu, après avoir été administrateur et certifié pendant des années, donc président de la certification Origine France Garantie, où j'ai succédé à notre fondateur Yves Gégaud il y a 2 ans. C'est une certification en fait, qui permet aux produits d'être audités par des organismes indépendants pour être sûr que le produit est bien fabriqué sur le territoire français. En fait, toutes les caractéristiques d'un produit doivent avoir été prises sur le territoire français pour mériter la certification Origine France Garantie, avec une valeur ajoutée de 50%. Je vais arrêter les côtés techniques, c'est beaucoup plus chiant que le reste. Okay. Ah, pardon. Alors, ce qui est sûr, ce que disait tout à l'heure Luc, c'est que quand on produit, on crée de la valeur ajoutée et on pérennise un pays. Je pense qu'on est tous d'accord. Et qu'acheter un produit qui est Origine France Garantie, c'est un acte militant. Pourquoi ? Parce que c'est préserver des usines, protéger les ouvrières et les ouvriers français. Et enfin, parallèlement à ça, comme je voulais encore plus m'engager, mais surtout emmener des entrepreneurs avec moi, j'ai fondé un mouvement d'entrepreneurs, un écosystème maintenant d'ailleurs, c'était un club d'entrepreneurs au début, maintenant c'est un écosystème complet, qui s'appelle les FFI, les Forces Françaises de l'Industrie. Voilà, ça va parler à des anciens, les jeunes peut-être que... Les FFI, ça parle beaucoup moins. Juste rapidement, je te jure que je fais vite, mais les FFI historiques, c'était en fait un mouvement pour libérer la France et surtout un mouvement transpartisan. Il y avait des gaullistes, des communistes pour essayer de participer à cette noble cause qui était la libération de la France. Moi, la noble cause, c'est la réindustrialisation. Donc on a envie de fédérer le maximum de monde autour de tout ça. C'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de mouvements, qu'on travaille avec Luc sur les entreprises du patrimoine vivant. On essaye de fédérer parce qu'on a la conviction que c'est une bataille culturelle, une bataille nationale de reproduire en France et qu'il faut que tout le monde soit derrière. Alors c'est un endroit où tout le monde peut donner un petit peu de lui pour accélérer la réindustrialisation. Donc je vous encourage à adhérer aux Forces Françaises de l'Industrie, tous les entrepreneurs qui sont là ce matin. J'ai très mal dormi, je suis désolé. Alors moi je suis un Parisien de souche, vous l'avez compris, mais bon, je suis extrêmement ancré et attaché à nos régions, et on dit les territoires maintenant d'ailleurs, on ne dit plus les régions.
et surtout au savoir-faire de ces territoires et à l'intelligence de la main française. C'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Alors la désindustrialisation, hein, c'est clair que ça n'a jamais été un progrès, mais c'est un désastre. Et j'ose le dire, l'État français a pleinement participé pendant des années à délocaliser notre industrie. Alors résultat, on a une balance commerciale déficitaire de 100 milliards d'euros. On a 2 fois moins d'ETI en France qu'en Allemagne. Et chez nos voisins allemands, ils ont réussi à préserver un capitalisme familial qui leur donne de l'agilité et de la puissance. Parce qu'un capitalisme familial, c'est un patronat stable qui permet de prendre des décisions très rapides. C'est toujours plus facile d'être seul à décider et ça permet beaucoup plus d'agilité. Je prends toujours cet exemple. Il vaut mieux un capitalisme un peu paternaliste, familial, qui se pose des questions parce que dans sa ville, il va retrouver des ouvriers, il va les côtoyer, qu'un fonds d'investissement du fin fond du Michigan qui demande de fermer une usine dans le nord de la France, je l'ai vécu terriblement, pour gagner 2 points en bourse. Donc c'est un sujet qui me semble important. Alors aujourd'hui, j'ai la conviction que la réindustrialisation, c'est l'affaire de tous. Elle concerne tout le monde. Tout le monde. Du consommateur au fabricant. Il faut aller vite parce que le temps presse. Vraiment. D'ailleurs, le parallèle avec le changement climatique est évident, vous l'avez compris. D'ailleurs, moi, je parle toujours, par provocation en ce moment, d'une convergence des luttes entre l'écologie et le social. Donc c'est important. Achetons et consommons français, achetons et consommons en circuit court. Produisons enfin responsablement et achetons en pleine conscience. À qui revient cet argent que je donne ? À qui revient cet argent que je donne ? Nous avons tous un rôle à jouer. Les entreprises, et notamment les grandes entreprises, qui doivent s'engager auprès des PME, c'est un acte militant. Les collectivités, je sais qu'il y en a, qui doivent consacrer une partie de leur commande publique aux entreprises françaises, c'est un acte militant. Mais vous, tous, nous, toi aussi Aurélie, toi aussi, utilisez votre carte bleue à bon escient, c'est un acte militant. On vote avec sa carte bleue. Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un appel, celui des FFI, l'appel du 16 septembre 2022. Vous aurez compris le parallèle. Un appel à la mise en mouvement des responsabilités liées à vos fonctions dans vos entreprises. À chaque fois que vous envisagerez une chose à l'extérieur, posez-vous la question, comment pourrions-nous le faire de l'intérieur ?